Aujourd'hui, nous sommes à Marseille et je reçois non pas un invité, mais deux invités qui forment un duo inséparable, dit les Jobastres. Romain alias Romano et Hugo alias Balicus, c'est notre van number. Ils vont nous expliquer comment ils sont passés du statut d'étudiant, qui racontaient leur Erasmus à quelques dizaines de personnes sur Facebook, à des entrepreneurs suivis par près d'un demi-million de personnes sur les réseaux sociaux. Bonjour Hugo, bonjour Romain. Bonjour. Salut. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis ravi de pouvoir échanger avec vous. Pour démarrer, vous avez choisi de garer le van à l'Épopée, un lieu de coworking qui a ouvert sur les terres des anciens bureaux Pernod Ricard. Qu'est-ce que ce lieu représente pour vous ? Alicus, je te laisse la main. Ce lieu, il représente plusieurs choses. Déjà, il représente Marseille, tu l'as dit, les bureaux de Pernod Ricard. C'est quand même une entreprise du sud de la France historique, fondée par Paul Ricard. On pourra peut-être en parler, mais dont on s'inspire dans notre business. Et c'est aussi l'endroit où les Jobastres ont explosé, en fait, il y a 3 ans, 4 ans maintenant, ça commence à dater. Et en fait, c'est un tiers-lieu, comme il s'appelle, en tout cas, c'est-à-dire c'est un endroit où se mélange à la fois la vie du quartier, on est dans les quartiers nord de Marseille, comme il faut le savoir, qui à l'origine, on le sait, Marseille est composé de plein de petits villages qui sont réunis pour faire une ville. Donc il y a une vie de quartier, il y a une vie de village, il y a des bureaux de coworking où il y a une centaine de structures en fait qui travaillent en synergie. Et il y a un cercle, qui est le cercle de Sainte-Marthe, où tout le monde se retrouve, à la fois les habitants du quartier, du village et les entrepreneurs. Et pour la petite anecdote, Benjamin, nous on a choisi de poser nos locaux dans l'ancienne maison de famille de Paul Ricard, où Paul Ricard, selon la légende, serait né. Et nous on est vraiment dans sa chambre, on va dire, d'enfance, quoi. Donc il n'y a pas de hasard, que des rendez-vous. Et comme si, on va dire, que Paul Ricard avait validé un peu le projet des Jobastres et que son énergie planait au-dessus de notre tête, quoi. Bon, parfait. Et donc avant l'explosion des Jobastres dont tu parlais il y a 3-4 ans, je crois que votre rencontre, elle remonte à un peu plus d'années sur les bancs de l'école, c'est bien ça ? Ouais, c'est ça, il y a maintenant 12 ans, sur les bancs de l'université d'Avignon. On a fait une licence d'information et communication. Après, on a fait un master de médiation culturelle. Et pour la petite anecdote, il y a 12 ans, Hugo ne pouvait pas me saquer. C'est-à-dire que je suis arrivé dans la promotion avec mon accent, on va dire, du sud, mon look de kéké, parce qu'à l'époque, j'étais un kéké des plages. Et lui, c'était un peu, on va dire, le geek de service. Donc, c'était la rencontre de deux mondes. Et quand j'ai pris la parole pour la première fois dans l'amphithéâtre, j'ai senti dans le regard de Balicus qu'il ne pouvait pas m'encadrer, quoi. Est-ce qu'on peut juste expliquer comment il a pris la parole ? Ça veut dire, parce que là, il te dit ça, voilà. Je Donc, crois qu'on tient déjà une première perle. Ouais. Moi, j'étais donc le geek. Moi, il faut savoir, un passif de jeux vidéo, de cinéphile, joué à World of Warcraft pendant 20 ans. Voilà. Lui, le kéké des plages, qui allait en boîte, j'imagine, à 16 ans. Oui. Il avait une colle en V qui allait jusqu'au nombril. Il avait une chapelet alors que tu vas jamais à l'église. Je sais pas pourquoi tu as ça. C'était le style. Mais il y avait déjà chez les deux cette envie de faire des trucs. Et donc, les profs présentent la fac. Et en gros, voilà, sérieux, un peu la rentrée, tu vois. Tu as 17-18 ans, tu débarques dans le monde de l'université, tu te cagues un peu dessus. Et très sérieux, voilà, vous allez pouvoir choisir des options. Et le prof de la fac, il dit, il y a plein d'options ici que vous pouvez faire. Et Romain, il a levé le doigt, alors qu'on lui a rien demandé. Il fait, mais si moi je veux faire l'option bachassa, est-ce que je peux faire l'option bachassa ? Et c'est là que moi je me suis dit, mais qu'est guignol, c'est qui ce kéké, quoi. Pour la petite anecdote, j'avais quand même fait rire tout l'amphi, mais sauf Hugo. Voilà. Hugo, il s'est dit, lui, c'est le relou. Et finalement, il s'avère que le relou, 12 ans après, c'est devenu son meilleur ami et la personne avec laquelle il a entrepris un grand projet qui s'appelle le Jobastres. Très bien. Et c'est la radio, du coup, universitaire de l'université. De l'université qui vous a rapproché, c'est bien ça ? Ouais, c'est exactement ça. Radio Campus Avignon, pour ne pas la nommer. Et c'est, on va dire, le lieu où les Jobastres, finalement, sont nés. C'est le lieu où on a expérimenté l'art de... Oh pétard, j'ai cassé le micro. L'art de... Ah ben ça fait partie du direct. On va dire l'art de créer des projets. Parce que pour la petite anecdote, donc moi j'étais animateur sur cette radio là. Et Hugo était, on va dire, le président de cette radio. Après j'ai été même vice-président. Et nous, en fait, on avait le plaisir de se retrouver tous les matins parce qu'on animait ensemble la matinale. C'est pas évident ce qui se passe. C'est-à-dire que je vous raconte ce qui se passe. En même temps, j'ai Balicus qui est sur le côté en train de remonter la table. En tout cas, ça tombe bien parce qu'en ce moment, il est en train de refaire toute sa maison. Donc, il est à fond dans le bricolage. Donc, je disais, voilà, nous, Radio Campus Avignon, c'était vraiment le lieu où on se retrouvait pour, en fait,
expérimenter des formats, des sketchs, des chroniques. On animait la matinale sur Radio Campus Avignon, donc de 7h à 9h, juste avant d'aller en cours. Et de temps en temps, en plus, on la faisait dans le campus, donc c'était extraordinaire. C'est-à-dire que c'était le début de l'art oratoire, comment s'exprimer, comment poser une pensée, comment communiquer. Et je pense que c'est là où sont nés nos premiers personnages, c'est là où sont nées nos premières idées créatives. Et c'est là où on s'est dit, waouh, tous les deux, ça match. Je pense que c'est là où il y a eu la sève créative du projet. En fait, comme il a dit Romain, nous, on était étudiants, on avait Vestasso là, de radio, et qui en fait te permettait d'avoir un prétexte pour faire les choses. Et je crois que si tu résumes le projet des Jobas à son essentialité depuis qu'il existe, il y a plein de choses qui ont changé. Mais à l'époque, ça ne s'appelait pas les Jobas, mais il y avait déjà cet esprit de dire, on prend la radio, qui est un prétexte, qui nous permet d'ouvrir des portes. Et en fait, avec ça, on va pouvoir faire toutes nos conneries, en fait, toutes nos idées qu'on a dans notre tête, on va pouvoir les réaliser. Donc on est parti en Allemagne, on avait 19 ans, on est parti en Allemagne faire un festival de radio, alors qu'on ne parle pas allemand, qu'on ne comprenait rien à la radio, mais parce qu'on avait ce prétexte, on est parti là-bas. On est allé à Paris faire plein d'émissions, on est allé à Manchester, on a fait notre Erasmus là-bas et on a continué à faire une émission de radio. En anglais, alors que j'ai eu 5 au bac en anglais, donc pour vous dire. Et on a continué, on a même couvert le Festival d'Avignon pendant 3 ans. Ça veut dire qu'on avait nos entrées pour aller voir toutes les pièces, pour interviewer les metteurs en scène. On a rencontré Olivier Pic, qui était le président du Festival d'Avignon à l'époque. Donc c'est quand même des portes qui s'ouvrent alors que tu n'as que 20 ans. Et en fait, si on résume, je dirais que les Jobastres, ça a toujours été ça. On va en parler sur notre projet pour la suite, mais aujourd'hui, c'est encore un prétexte pour ouvrir des portes et pour se marrer entre amis et mettre en place nos idées créa, quoi. Oui, et justifier finalement qu'on fait quelque chose. Parce que, en fait, nos parents, ils disent, mais qu'est-ce que vous faites à la fac? Ben, on s'amuse, mais alors voilà, il fallait pas dire qu'on s'amuse. Donc on travaille évidemment, mais on n'avait pas beaucoup d'heures de cours. Donc le reste du temps, au lieu de glander ou d'aller de faire la bringue, nous, on faisait de la radio. On faisait de la radio jusqu'à minuit, jusqu'à 2h du matin. Des fois, on s'amusait, on faisait des défis, les 24 heures de la radio. Donc on a fait même les 48 heures de la radio. Donc à chaque fois, c'était comment en fait créer, on va dire un planning aussi de radio, parce qu'en fait à un moment donné il fallait créer des formats, donc toujours trouver des idées. Finalement c'est le propre de l'entrepreneur, c'est à un moment donné il y a un chiffre d'affaires à aller chercher, comment on va le chercher, et cette réflexion là on l'a, je pense, depuis l'âge de 18 ans, quoi. Ok. Et donc Manchester, vos premières vidéos mises sur Facebook, c'était pour rassurer vos parents, c'est ça? Mais on y est encore, t'as tout compris. Effectivement, on avait, je crois, 12 heures de cours par semaine à Manchester, à peu près. Donc il fallait absolument qu'on comble ce temps. Donc les visites culturelles, ça va 5 minutes, mais à un moment donné, il fallait raconter ce vide. En tout cas, il fallait le combler, et donc il racontait une histoire. Et là, on a eu l'idée de créer Les Avignonnais à Manchester, qui était la première web-série des Jobas, où on retraçait nos aventures de Provençaux à l'étranger, et notamment dans une ville anglophone qui est Manchester. Et là, à l'époque, on faisait des pics de vues, ça montait à 500, 600, 700 vues par vidéo. On a fait 1000 une fois. On a fait 1000 une fois. Sur la danse avec tout le monde. Et je me rappelle, tous les vendredis soirs, on publiait la vidéo, on était comme des dingues. Et après, des fois, on avait 5-6 commentaires, on disait waouh, c'est un carton absolu. Et en fait, ce qui nous plaisait, c'était en fait de se retrouver dans un parc, dans un musée, de se filmer, de se mettre en scène, de faire le montage. À l'époque, on faisait ça sur Movie Maker, qui est un mauvais outil de montage, mais voilà, on faisait du bout à bout, ça avait ni queue ni tête, mais on prenait du plaisir à créer de nos propres mains. En fait, on se disait, putain, mais on fait de la cuisine, là, en fait. On fait de la cuisine et il en sort quelque chose. En fait, cet outil nous permet de communiquer un récit, un discours qui était les étudiants à Manchester, quoi. Voilà, c'était un peu le prétexte pour s'amuser et commencer à écrire un petit bout d'histoire. Ouais. Et je crois que là, il y a quelque chose de très intéressant qui a toujours été l'état d'esprit qu'on a eu, c'est-à-dire il y a souvent un syndrome qu'on appelle le syndrome de la page blanche. Ça veut dire j'ai envie de faire des choses. Et en fait, je suis bloqué par la concrétisation de ce que j'ai envie de faire. Et je pense qu'on l'a tous ressenti à un moment ou à un autre, peut-être même toi en préparant le podcast, par où je commence. Et je dirais que là où on a eu de la force, c'est que tous les deux, l'énergie qu'on a réussi à créer, alors un coup c'est lui, un coup c'est moi, c'est de dire on s'en fout de la page blanche. En fait, on y va, on fait quoi qu'on fasse, on le fait. Et en fait, finalement, les Avignonnais à Manchester, c'est ça. Il y avait l'énergie de faire quelque chose. Et si tu regardes ça de manière très pragmatique, de l'extérieur, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils font les gars? Les épisodes sont encore disponibles. Ça n'a ni queue ni tête. Mais vous n'êtes mis aucune barrière. Ouais. Et on a fait. Vous avez laissé exprimer votre créativité. Et ce que est en train de dire Hugo, pour moi, c'est la base
de l'entrepreneuriat, c'est ne vous mettez aucun obstacle. Parce que ça sera jamais parfait, ça sera jamais bien. Et vous allez voir, on va vous en parler pour l'évolution de notre projet. On est en train de monter sur scène, c'est la même problématique. Si tu attends que ton spectacle soit parfait pour monter sur scène, mais tu monteras jamais sur scène. En fait, c'est l'imperfection qui te permet d'être authentique et qui te permet d'avancer. Parce que si tu attends que les choses soient parfaites, ton podcast, toi, tu l'aurais jamais fait. Nous, on n'aurait jamais créé les Jobas parce que pour sortir la première vidéo, si on avait passé autant de temps pour qu'elle soit parfaite, quand je la revois la première vidéo, j'ai honte. Mais non, c'est pas grave. Parce que ça nous a donné l'impulse, ça a été un tremplin pour faire. Et Radio Campus Avignon, c'était la même chose. Les Avignonnais à Manchester, c'est la même chose. Et aujourd'hui, ce qu'on fait avec les Jobas, c'est la même chose. On fait et on réfléchit après. On crée. Et pour compléter ça, je crois qu'il y a un truc qui n'apparaît, mais que quand tu as. Ça va faire un peu le vieux con des années de bouteille, mais c'est qu'en fait, ce que tu crois être anecdotique ou ce que tu crois être, comme il dit Romain, pourri, la première vidéo même des Jobas, les zingués au sol, la première vidéo des Avignonnais à Manchester, on n'en parle même pas. Si on retrouvait les podcasts de nos premières émissions radio, moi je m'étais même enfui en direct d'une chronique. C'est-à-dire que j'avais commencé la chronique, j'avais été incapable de la terminer, je m'étais enfui du plateau, quoi. Et tu te dis, bon, c'est nul. Si tu t'arrêtes à cette expérience, c'est nul. Et si tu dézoomes, tu comprends que tout a un sens et qu'en fait, tout ce que tu as fait, que tu juges ça bien ou pas bien, c'est un parcours de vie qui t'amène là où tu es aujourd'hui. Et en fait, ben oui, si tu veux pas avoir de cagade, si tu veux pas avoir honte, si tu veux pas rater quelque chose, si tu veux pas faire un truc nul, tu fais rien, tu restes dans ton canapé. Mais en faisant ça, en fait, il se passe rien. Et je pense que c'est vraiment ça, les Jobas. Des fois, c'est un peu notre faiblesse parce qu'on fonce tête baissée. On dit, ouais, on fait un spectacle, on en parlera et on monte sur scène. Il n'y a rien, mais on monte. Et après, ben, tout ce que tu emmagasines comme négatif ou positif, il faut juste le transformer, te dire, ok, ça a marché, je creuse là-dedans. Ça n'a pas marché, donc j'arrête. Et au final, ben ouais, les Avignonnais à Manchester, on a commencé à mettre les mains dans le montage. On a géré une page Facebook à l'époque. On avait une communauté. On avait influencé des gens puisqu'il y avait 2-3 personnes du campus qui, puisqu'ils avaient vu nos vidéos, se sont inscrits à Erasmus l'année d'après. Ouais, donc déjà, il y avait les germes du projet. Et c'est ça la vraie leçon à retenir. Faites, vous verrez après ce que ça donne. Donc vous avez appris. Ouais. Et ça vous a mené encore ensemble à Canal+, c'est ça, à Paris? Ouais. Ben, on ne se lâche pas. Hein. En fait, l'histoire, elle est folle. Mais oui, on avait un stage de fin d'études à faire. Et on se retrouve, alors, par hasard ou pas par hasard, finalement, il fallait qu'on le fasse ensemble. On se retrouve ensemble dans le service cinéma de Canal+, où on vit une expérience assez dingue. Parce que sur le papier, on termine nos études à Paris, au service cinéma de Canal+. On travaille avec les plus grandes stars du cinéma. On va chercher Monica Bellucci à son taxi. On lui apporte le café. Florence Foresti, Gérard Jugnot. Bon, en fait, sur le papier, nos parents, nos grands-parents, moi, je le souvenir de mes grands-parents. Mon Dieu, le petit travail à Canal+, c'est incroyable. Il a réussi, quoi. Et en plus, ce qui est dingue, c'est qu'à la fin, on nous propose un CDD, CDI, bref, une embauche. Et là, nous se pose la question parce qu'on se rend compte pendant un an que sur le papier, c'est extraordinaire, mais dans les faits, on est ultra bridé par la créativité parce que nous, on est force de proposition plus. Et tous les jours, on a un nouveau concept, un nouveau format, une nouvelle idée parce qu'on avait des petites tâches à faire. Mais sur la journée de 8 heures de travail, nous, les tâches, il faut être très franc, en 45 minutes, on les faisait. Donc, il restait 7 heures et quart pour créer. Exactement. Donc, nous, on avait des idées, des concepts de micro-trottoirs, des concepts d'émissions qu'on proposait toujours à notre directeur d'antenne. Et à chaque fois, la réponse était non, retournez à votre place et faites ce qu'on vous a demandé de faire. Et en fait, il n'y a rien de pire pour des créatifs que de ne pas être écouté, entendu et valorisé. Du coup, nous, en fait, on s'est servi de ce temps-là pour faire maturer notre réflexion et se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'on a au fond des tripes, en fait? Qui on est, nous? En fait, on est deux amoureux de la Provence, déjà. En fait, c'est ce qui nous réunit. On a des valeurs communes et on est des amoureux de l'authenticité et du partage. En fait, on est des fadas parce qu'on a toujours des idées. On ne se satisfait jamais de ce qu'on nous donne. On veut toujours plus. On est des jobastres, en fait. Parce que le jobastre, c'est ça. C'est le mec un peu inconscient, un peu taré, un peu fada, qui à un moment donné fait le pas de côté et qui est différent. Et en fait, on a senti cette différence. Et de cette différence, on a dit on va en faire une force. Et on va créer un projet autour de cette singularité, les Jobastres. Et pour la petite anecdote, on crée les statuts des Jobastres sur les ordis de Canal+. Et on rentre chez nous en Provence, créer notre Canal+ provençal. Pour l'anecdote, on a l'habitude de dire merci Vincent Bolloré pour ces 6 mois de maturation. Et l'anecdote est vraie. C'est sur l'ordi de Canal
qu'on a créé. Alors au début, c'était des auto-entreprises. Oui, voilà. Romain, Les Jobastres, voilà. c'était le nom de code, quoi. Mais... Romain Borelli et Hugo Balic Production, grâce à Vincent. Donc Vincent, si tu nous regardes. Parce que Number n'était toujours pas là encore Oui. pour nous accompagner voilà, dans la légalité. Et vous n'aviez pas exactement la même activité, parce que toi, tu avais l'habitude d'être en front, face aux caméras, parler à la radio, etc. Toi, Hugo, tu étais plutôt derrière, c'est ça? Tu avais plutôt un boulot de réalisateur? Ouais, c'est ça en fait. Donc, comme dit Romain, on crée les statuts, on part de Canal. Alors vraiment, comme on dit à Marseille, une main devant, une main derrière. Il n'y avait rien, pas de projet de carrière. Tout le monde qui nous dit, les gars, je comprends pas ce que vous faites. Tous nos amis, tous nos proches. Alors, on a de la chance, nos familles, donc proches, mon père, ma mère, et pareil chez Romano. Personne nous a vraiment freiné. Ma mère, elle m'a dit, tu es heureux, c'est très bien. Donc ça aussi, c'est peut-être un autre conseil. Si vous avez des gens qui se lancent, encouragez-les. Ça sert à rien de leur rajouter du flip, alors qu'eux sont peut-être déjà flippés de ce qu'ils sont en train de faire. Au contraire, poussez-les. Ma mère, elle m'a dit, tu sais pas ce que tu veux faire, mon chéri? Fais-le, on verra bien. Rentre à la maison. Voilà, on est là, tu as un toit, tu as de quoi dormir, donc tu peux tester. Le plus important, je crois que c'est la question du sens. Oui. Si ça a du sens pour toi, vas-y, fonce. Donc on rentre. Moi, j'avais une petite appétence pour l'audiovisuel. Enfin, on l'avait tous les deux, mais moi, j'avais vraiment une appétence pour l'audiovisuel, les caméras. Romano, lui, depuis quelques années, il bossait déjà pour Red Bull. Il était speaker sur des événements. Donc on part en se disant, ok, Balicus de son côté, il va un peu faire de la réalisation, gagner sa croûte comme ça. Romano, un peu de radio, il va en parler, un peu d'animation, il va gagner sa croûte. Mais on garde en commun l'idée d'avoir un projet qui commence à s'appeler les Jobastres. Donc on se dit, ok, on essaie de gagner notre fric chacun de notre côté avec nos auto-entreprises pour vivre. Et les week-ends, on crée les Jobastres. Mais alors là, qu'est-ce qu'on a envie de faire? C'est la vraie question. C'est-à-dire qu'on est parti, on a dit à tout le monde, Grand Prince, on claque la porte de Canal, on rentre, on crée Canal Plus Provençal dans le sud. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Donc j'ai dit, moi je me forme un petit peu en réalisation, je commence à bosser dans des boîtes de prod et je prends un peu de compétences, je fais des pubs, des clips, des choses comme ça. Romano, lui, il lance une carrière d'animateur radio. Je me retrouve sur France Bleu Provence à animer les matinales, à animer de 11h à midi le Grand Méfi, qui est un grand jeu sur France Bleu Provence. Si vous n'avez jamais écouté le Grand Méfi, allez sur les podcasts de France Bleu Provence, qui s'appelle maintenant Ici Provence. La pub est passée. Et trêve de plaisanterie, je passe 4 ans à faire ça. C'est à la fois pour moi une émancipation. Je prends confiance en moi, j'apprends à poser ma voix. Je fais même une formation à l'INA qui est payée par Radio France. Donc vraiment, j'apprends. Et je monte en compétences et en parallèle de ça j'anime toujours des événements et je facture toujours sur mon auto-entreprise, donc Romain Borelli Production, et à côté de ça Balic, lui, Hugo Balic Production, facture ses prestations de réalisateur. Mais très vite on tombe sur les mêmes problèmes. Ça veut dire que moi franchement je commence à bien bosser pareil en prod, je bosse pour la Pro D2, je bosse pour la BNP Paribas, je fais des clips, des pubs et tout, donc ça tourne et on gagne notre argent, finalement on arrive à vivre. Mais même problématique, dans tous les projets qu'on fait, on retombe sur du bridage. En fait, on est bridé. Moi, quand je bosse pour la Pro D2 dans une boîte de prod qui bosse pour Canal finalement, je me retrouve un peu coincé parce que les propositions, il n'y en a pas. Romano, même s'il se régale à France Bleu, pareil, il faut avoir la couleur bleue, donc il faut coller à l'étiquette de la chaîne de radio. Et nous, on se dit, c'est pas possible. Donc les week-ends, on a des petites bulles d'air, des petits espaces de création. Et là, on fait une rencontre sur notre parcours. C'est Jean-Michel Turc, qui est un de nos meilleurs amis aujourd'hui, qui lui est prof de provençal et qui a un problème, c'est il dit, les gars, moi j'ai mes cours, mais ça intéresse un peu personne en fait. Il n'y a pas de vecteur numérique, il n'y a pas de choses un peu nouvelles pour pouvoir donner envie. Ah, c'est l'heure d'aller... On peut continuer. Ouais, pour pas donner envie aux jeunes. Donc il n'y a rien pour donner envie aux jeunes de s'intéresser au provençal. Nous, passionnés de Provence, on parle pas provençal, mais en fait nos parents, nos grands-parents le parlent et en fait on se dit il manque un chaînon. Et là ça prend du sens et on crée la première web série 100% en langue provençale qui s'appelle Zoom. Mais on le fait pareil à l'énergie, c'est-à-dire qu'on rencontre Jean-Michel sur un événement, le Forum des Aulnes, c'était à... on s'en fout, en Provence quelque part. On croise Jean-Michel. On dit ok, on va faire une série. 2 semaines après, Jean-Michel il débarque à Martigues chez moi. On a repéré un spot dans la garrigue et on fait le premier épisode Star Wars, mais parodié et suédé en langue provençale. Donc vous pourrez mettre les extraits. En tout cas, vous pouvez retrouver ça. C'est toujours sur notre chaîne YouTube. C'est indescriptible. Et là, il se passe quelque chose. Ça veut dire que la vidéo sur Facebook, elle commence à faire 5, 10, 15, 20 000 vues. Et on se dit waouh. Ok, on a fait ça à l'énergie. On ne savait pas où on allait, mais on se rend compte que finalement parler du local, parler de la Provence, parler de quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, ça marche.
Ouais, en fait, il y a de la créativité, C'est ça, il y a du sens. il y a du propos. Et vous avez pris, sur 3-4 ans, vous avez aussi augmenté votre expérience. C'est et, ça, exactement. être certainement meilleur dans le montage, dans tout ce que vous faites, le rendu est mieux. Quoi. Oui, parce qu'à l'époque, donc sur cette web série, donc Zoom en langue provençale, qu'on vous invite encore une fois à aller regarder sur YouTube, sur Facebook, parce qu'on a fait 10 épisodes, 9 épisodes très exactement. On a fait Gladiator, Game of Thrones, et toujours dans des décors naturels de la Provence. Ça vaut vraiment le coup. C'est une dinguerie, comme on dit dans le milieu. Et pour la petite anecdote, Hugo était à l'époque derrière la caméra, donc réalisateur. Donc sur cette période-là, on se retrouve, c'est un peu la bande de potes, de collègues qui se retrouvent le week-end. Au lieu de bringuer, nous on faisait des films et moi je jouais, j'ai incarné plein de personnages, je me régalais parce que là, libre cours à la créativité. Ouais. Là, on me donnait carte blanche et en fait, c'était mon moyen de m'exprimer. Et Hugo, pareil en termes de montage, libre cours à la créativité. Et c'est là où on fait un grand bilan après un an, un peu d'aventure. On se dit bon. C'est formidable ce qu'on fait sur France Bleu pour Romano, sur la boîte de prod pour Hugo. Mais finalement, qu'est-ce qui nous fait le plus kiffer? Où est-ce qu'on se régale le plus? Qu'est-ce qui a le plus de sens pour nous? C'est quand on se retrouve le week-end et qu'on fait des films en fait. Qu'on fait ce bric-à-brac production, qu'on peut appeler comme ça, cette tambouille, cette grande bouillabaisse, où on fait des choses. C'est dur à exprimer parce que on fait de la production, mais on fait de l'acting, mais on fait de la création, mais on fait de la médiation culturelle, on fait plein de choses. Mais ce grand fourre-tout nous fait du bien et a du sens pour nous. Et là, on se dit, tu sais quoi? On va tout arrêter. Tout ce qu'on fait à côté, et on va se dédier à 100% à cette activité des Jobastres. Et là, c'est énorme parce qu'on prend un risque fou. C'est-à-dire qu'on gagnait à l'époque chacun 2500 € par mois. Et là, on se dit, on va se lancer pleinement chez les Jobastres. Et c'est là où on toque à la porte de Number pour créer, bien évidemment, des statuts. Parce qu'à un moment donné, il fallait que ces Jobastres existent. Voyez-vous? Donc là, on crée les statuts de la boîte, mais à l'époque, on n'a pas grand-chose en termes de chiffre d'affaires, parce qu'on facturait un peu sur la boîte d'Hugo, un peu sur la boîte de Romano en tant que boîte de prod, et il fallait qu'on trouve un propos, il fallait qu'on trouve un objectif qui on est. On est une boîte de prod, on fait de la médiation culturelle, donc on toquait à la porte à l'époque des offices du tourisme pour faire des vidéos, on toquait à la porte des marques de la Provence pour faire des vidéos pour les marques provençales, mais en fait, à chaque fois, on se rendait compte que ce qui faisait la différence, ce n'était pas notre talent, on va dire, en termes de compétences techniques, mais plus nos compétences humaines. Finalement, c'était notre authenticité, l'art de vivre qu'on prônait, qui on était, qui faisait la différence à la fois avec le client et après à la fois dans le montage. Parce qu'il y avait une forme d'authenticité. On n'arrêtait pas de nous dire, mais vous êtes un vent de fraîcheur pour nous en termes de communication, en termes d'énergie, en termes de dynamique. Et là, on s'est dit, putain, on tient quelque chose en fait. On a notre singularité, celle qu'on parlait à Canal+, déjà, où on était un peu incompris. On est des gars singuliers. On n'est pas comme tout le monde. On ne fait pas comme tout le monde. On n'a pas fait une boîte de prod comme tout le monde. Et de plus en plus, on nous a demandé d'incarner les formats. Donc Hugo, petit à petit, il est passé de derrière la caméra à devant la caméra. Et on est très vite devenu en fait un duo d'humoristes 100% provençal. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. Vous vous rendez compte que vous n'êtes plus... Hugo. J'ai l'impression dans un temps 1, vous vous rendez compte que vous êtes complémentaires. Ouais. Et dans un temps 2, grâce à votre entourage, grâce aux clients et puis à votre analyse, vous vous rendez compte qu'en fait non, vous êtes un seul, un duo et que ça ne peut fonctionner qu'ensemble. Et donc là, exit les deux auto-entreprises. C'est ça. Et vous créez donc la société, les Jobastres. C'est ça. Et en fait, je crois qu'il y a eu un moment qui a été le tournant, c'est on arrive avec ce modèle de boîte de prod à aller jusqu'à faire une publicité télé pour Ricard. Ils ouvraient un lieu à Marseille qui s'appelle le MX, qui est donc un bar autour de la Nice et du pastis. Et en gros, on est contacté par Pernod Ricard, qui n'avait pas fait de pub télé à l'époque, puisqu'ils, comme ils vendent de l'alcool, ils n'avaient pas le droit depuis 30 ans. Et comme ils ouvraient un lieu, ils voulaient refaire une publicité pour ce lieu. Donc pression maximale. Donc là, on fait venir des équipes, tout ça. Et en gros, à force de faire des réunions préparatoires avec le client, ils disent « Ah, mais les gars, on cherche des Marseillais pour incarner la marque, pour jouer dans la pub et tout. » Et finalement, on se met dans la pub tous les deux. Et c'est là qu'on se dit, ok, et en fait, on le fait à l'énergie, c'est-à-dire que moi, je réalise, et après, je passe derrière la caméra pour jouer dans la pub. Sauf qu'on se dit, mais ça a une valeur. Ça, c'est la force. En gros, le client, il n'a pas juste pris une boîte de prod pour faire la publicité du MX en appelant une boîte parisienne. Ils ont appelé des Marseillais pour écrire une pub qui ressemble à Marseille et pour faire jouer dedans des Marseillais. Et des Marseillais qui sont conscients de ce que c'est le vrai Marseille. Et là, on dit, ok, ça, on touche du doigt quelque chose. Et maintenant, on doit arrêter de vendre juste de la prod bête et méchante et finalement d'offrir tout ce que Romain a dit, c'est-à-dire le supplément d'âme et l'authenticité. En fait, on ne le monétisait même pas. On n'avait pas conscience que c'était ça notre vraie valeur ajoutée.
On a dit ok, on arrête maintenant. Et en fait, ce qu'on va vendre, c'est les Jobastres. Ça veut dire Romano et Hugo, bien évidemment à l'écriture et à la réalisation, parce qu'on sait faire, mais aussi dans l'incarnation, dans l'image Du message. du message. Parce que rien de plus simple que de porter un message qui est nous-mêmes. Et c'est un peu à ce moment-là qu'on se fixe la vraie ligne directrice de dire, on n'est pas une boîte de prod, on n'est pas des animateurs, en fait on est des artistes, on est des humains, on a une vision. Et bien évidemment, cette vision, elle va être emballée par tout un tas d'offres, de services, de ce que tu veux, mais la base du projet, c'est nous, ce qui nous tient à cœur et ce qu'on aime, et c'est ça qu'on va chercher à monétiser. Donc là, on toque à la porte de Number pour créer une société. On vient à l'épopée parce que jusqu'alors, on bossait chacun de chez nous, pas à temps plein comme l'a dit Romain, et on dit, on regroupe les énergies, on arrête les à côté, et on se met à 100% sur les Jobastres. Bref, c'est la vraie bascule. On toque à la porte de Number parce qu'il faut créer des statuts, on ne peut plus jongler avec les auto-entreprises. On a besoin d'un local parce qu'on bossait chacun de chez nous, on a besoin d'avoir un endroit physique pour recevoir les partenaires, pour incarner aussi notre projet, et surtout, ce qui est un autre conseil que je donnerais, puisqu'on égrène un peu des conseils depuis le début, qu'on a déjà appliqué, c'est se mettre à temps plein. Ça veut dire, vous ne pouvez pas avoir un projet qui est aussi ambitieux que ce dont vous rêvez et de ne pas vous mettre à temps plein dessus. Et en gros, de dire à Romano, en fait, on avait les agendas, le lundi et le mercredi, il faisait son émission de radio. Balicus, tous les 3 jours, il partait une semaine, je sais pas où en France, pour faire des vidéos. Bon, ça laissait que des week-ends pour travailler et c'est pas tenable. Donc on décide de faire le saut dans le vide. Avoir une entreprise, ça veut dire avoir des charges quoi qu'il arrive. Avoir un loyer, ça veut dire avoir des charges quoi qu'il arrive. Mais on dit, c'est pas grave, on prend le risque. Et toujours la même, on va dire, mentalité, philosophie. On y va et on verra après ce qui se passe. Et en parallèle de ça, on commence à dire, il nous faut un fer de lance, il nous faut un propos. Donc on va se lancer sur Instagram et on va commencer à faire des petites vidéos sur Instagram où on décrypte finalement ce qui nous parle à nous, c'est la culture provençale. Et là, au bout de 2-3 mois à faire des vidéos, il se passe quelque chose. Exactement, c'est le premier buzz des Jobastres. C'est le premier million de vues où de manière très spontanée, en fait, pour la petite anecdote, on avait pris un stagiaire dans notre boîte, Mathis, qu'on embrasse très fort, et c'était son dernier jour, il avait plus grand chose à faire. On lui a dit, écoute Mathis, tu as une journée pour nous faire, on a un paperboard, là, fais-nous un dessin là, de la France, le nord, le sud, tu nous fais un beau dessin, on fera une vidéo en fin de journée. Et en fait cette vidéo on l'a fait, on la poste sans montage, on la poste directement et elle fait 1 million de vues. Et là on se dit waouh, on passe de 5000 abonnés ou même pas à très vite 10, 15, 20 000 abonnés. On se dit ouh là là, la question nord-sud, là quand on parle du local en l'incarnant avec un paperboard, j'en ai les frissons, il se passe quelque chose. Là, on a découvert quelque chose. C'est comme des spéléologues qui rentrent dans une nouvelle grotte. Oh, là, on tient quelque chose. C'est la même chose. Et là, on se dit, ok, on va prendre la bobine et on va la dérouler, on va la dérouler parce qu'on va décrypter. Et du coup, là, on s'amuse à faire les expressions provençales, le top 5 des lieux en Provence, l'art de vivre en Provence, comment se garer à Marseille, notre amour du PSG en Provence. Et là, à chaque fois, c'est des gros buzz, 100 000, 200, 300 000, 400 000. Et on monte très vite en un an à 100 000 abonnés. Et là, on se dit, wow, c'est énorme. On tient quelque chose, mais à cette époque-là, on ne vit pas encore de l'influence. C'est-à-dire qu'on a encore cette activité de boîte de prod où on travaillait pour Ricard, on travaillait pour d'autres marques, qu'on incarne ou pas. Des fois, c'était Romain qui était devant la caméra. À l'époque, je me rappelle, on animait une émission de télé sur Maritima et Hugo était toujours derrière la caméra, moi devant la caméra. Et en parallèle de ça, on développe quand même la communauté jusqu'à arriver à ces 100 000 où là, on se dit, attends, c'est plus possible. En fait, on a 100 000 abonnés. Comment c'est possible? Il y en a qui ont 10 000 abonnés, ils vivent d'Instagram. Comment nous, avec 100 000 abonnés, on n'arrive pas à vivre d'Instagram? Parce qu'à l'époque, on voyait ça juste comme une plateforme créative. Mais on n'avait pas, on va dire, la dimension entrepreneuriale sur Instagram. En tout cas, on ne l'avait pas perçu. Et là, on s'est vraiment posé, on s'est dit, attends, mais qu'est-ce qu'on se régale? C'est quoi qui nous régale finalement? Toujours la même question en fait. Toujours, on fait des points d'étape. Et à chaque fois, il y a cette même question qui revient. Qu'est-ce qui nous régale? Qu'est-ce qui est le plus simple pour nous? Où est-ce qu'on ne force pas? En fait, où est-ce qu'on a l'impression de ne pas travailler? Et finalement, la réponse était quand on fait nos sketchs sur Instagram. En fait, c'est très simple pour nous de prendre un paperboard, de mettre rec et de faire les cons, entre guillemets, sur Instagram. On faisait quand même à l'époque de la médiation culturelle, parce que c'est une forme de médiation culturelle 2.0. Et là, on se dit, attends, mais
Il va falloir qu'on vende ça aux marques. Qu'on arrête de partir avec nos caméras, nos gros moyens de production, notre trépied, notre clap de cinéma, et en fait qu'on vende de la médiation culturelle. Et c'est là où en fait les premières offices du tourisme, les premières mairies nous commandent des vidéos en tant que de boîte de prod, mais nous là on fait le switch, on leur propose un format paperboard. Donc on arrive, on arrive dans les mairies, en fait dans les villages, dans les communes, pour porter le propos de la ville, mais on le transforme en mode paperboard. Donc quels sont les 3 spots incontournables de la ville de Gréoux-les-Bains. Donc on arrive avec notre paperboard et on fait le top 3 des spots incontournables de Gréoux-les-Bains. Et finalement on met ça sur les réseaux sociaux, ça fait 100 000 vues, ça marche, la ville est contente et nous on a fait ce qu'on voulait. Donc là on se dit waouh, on vient de résoudre une équation incroyable, c'est-à-dire que à la fois on fait ce qu'on aime, on est créatif, et à la fois on porte le message d'une commune ou en tout cas d'une institution, d'une marque. Et là, il y a une vraie bascule Ballicus, on devient de vrais créateurs de contenu. Et je crois qu'il y a une dimension en plus pour compléter ce que dit Romain qui est hyper pertinente et qui est à la fois nécessaire pour nous, mais qui aussi, je pense, est un vrai atout en termes de business. On parle quand même de business à un moment donné. Oui. C'est-à-dire que le cadran, si tu veux, la boussole de notre manière d'entreprendre, c'est de se respecter. Et c'est vraiment, je sais que ça fait un peu illuminé ou hippie de dire ça, mais c'est même pour la survie du projet. Ouais. Ça veut dire de dire, on tend, tant que faire se peut, à respecter un temps de travail assez raisonnable. Ça veut dire plage de boulot entre 8h et 18h. On essaie de ne pas déborder de trop, de se laisser des temps off pour profiter à la fois les congés, très importants, le soir aussi. Dans la semaine, on essaie d'avoir une journée pour nous occuper, chacun, de garder la tête fraîche en fait, et de rester focus. Ça, c'est dans l'organisation du travail, on pourra en reparler tout à l'heure, mais aussi dans le choix de ce qu'on va faire. Ça veut dire de dire, si on ne le sent pas, si on n'a pas envie, si ce que la marque nous demande de faire ne nous plaît pas, on n'y va pas. Et en fait, à chaque fois qu'on fait des partenariats, dès le début, on demande carte blanche sur la création. Ça veut dire, si demain tu m'appelles pour faire un truc, tu as écrit un scénario pour nous, il ne nous plaît pas, et tu veux qu'on fasse à nouveau la réal et la prod de ce truc-là, ça ne nous intéresse pas. Si tu es une marque qui ne respecte pas nos valeurs, ça ne nous intéresse pas. Donc on a reçu des propositions d'entreprises, on ne va pas les citer, mais qui ne respectent pas l'environnement par exemple, qui saccagent la forêt amazonienne avec des gros chèques. Ça a amené plein de discussions avec Romano, parce que l'argent, c'est du fric pour injecter dans la machine, donc c'est important. Mais on s'est dit, ok, on va prendre un billet pour une entreprise, on va devoir en faire la promotion devant nos 150 000, 300 000, 500 000 abonnés sur les réseaux sociaux, et on va devoir incarner ce propos alors qu'on n'y croit pas du tout. C'est pas possible. Et donc les choix de développement de l'entreprise, ils ont tout le temps été au regard de qu'est-ce qui est important pour nous. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a envie de raconter. Donc ça veut dire carte blanche, et ça veut dire rien n'est imposé. Par exemple, il y a un grand classique pour les créateurs de contenu, c'est les codes promo. Déjà, généralement, quand tu penses influenceur, tu penses code promo. Très très vite, je crois qu'on a fait une fois un code promo, et après on a arrêté, on a dit mais moi je me sens pas de dire à mon audience achetez. Donc dès que les marques nous contactent, on dit mais ok, il n'y a aucun problème pour faire la promotion, mais par contre, on ne fera pas de code promo. On n'incitera pas les gens à acheter. Si vous achetez une collab avec les Jobas, si on devient partenaire, on vous met à disposition toute notre créativité, mais ça en retour, vous devez nous laisser faire ce qu'on veut. On vous met à disposition tout notre, on va dire, notre alignement, notre envie de bien faire, nos valeurs. Mais si vous voulez respecter ces valeurs, vous ne devez pas nous imposer des codes promo parce que nous, on ne poussera personne à l'achat. Ce qui est intéressant et ce que dit Hugo, et pour résumer de manière générale notre philosophie, c'est qu'on s'est rendu compte que le business allait venir de ce qu'on était. Et pas de ce que les gens, ou pas de ce qu'on allait devenir pour les gens. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas transformé pour les autres, on est resté qui on est, et en fait les gens viennent à nous pour s'attacher l'image qu'on incarne et qu'on dégage. Et ça, c'est extraordinaire parce que les gens et les marques, de manière générale, s'attachent notre authenticité aujourd'hui, viennent payer notre authenticité. En fait, aujourd'hui, notre valeur marchande, ce qu'on monétise, c'est notre authenticité. Et c'est énorme parce qu'on aurait pu se transformer, on aurait pu correspondre aux codes des réseaux sociaux, on aurait pu faire comme Hugo, des codes promotion, on aurait pu devenir de vrais influenceurs et on aurait pu gagner peut-être beaucoup plus d'argent que ce qu'on gagne d'ailleurs aujourd'hui. Mais ça a été un vrai choix éthique, nous, de se respecter, de correspondre à notre ligne éditoriale. Donc on fonctionne comme un média avec une vraie ligne éditoriale. Si demain vous écoutez France Inter, c'est pas la même tonalité que si vous écoutez RMC. Ou que vous écoutez Sud Radio, par exemple. Là, on passe d'une extrême à l'autre, vous voyez, de la droite à la gauche. Et nous, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que nous, on a décidé que les gens, ils nous suivaient
parce qu'on était authentique, parce qu'on était sincère, parce qu'on leur faisait du bien. D'ailleurs, les gens nous disent toujours ça, vous nous faites du bien. Alors on ne peut pas aller s'associer à un partenaire qui ne respecte pas la planète, qui flingue l'environnement et qui incarne des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Donc aujourd'hui, notre manière de créer du business et de créer du chiffre d'affaires, c'est de rester qui on est et de suivre ce cap qu'on a dessiné. On est des ambassadeurs du local, on est des ambassadeurs de la Provence, on est des ambassadeurs de la bonne humeur et on fait du bien aux gens. Donc si une marque nous contacte et qu'elle ne rentre pas dans ce cadre-là, dans ce canevas-là, comme a dit Hugo, on ne collabore pas avec elle. Et aujourd'hui, l'histoire, on va dire, nous donne raison parce qu'on est contacté par des grosses marques qui nous font confiance. Et ce qui est énorme, c'est que ce n'est pas que des marques locales. Aujourd'hui, on est contacté au national pour des campagnes nationales en gardant cette image de gars du local, d'ambassadeur du local. D'ailleurs, on aime bien dire qu'on fait du glocal. C'est-à-dire qu'on part du local pour parler au maximum de gens. Ok. Ce que je trouve hyper intéressant dans ce que vous dites, et si je dois résumer, c'est que vous ne vivez pas en fait des followers que vous avez sur vos différents réseaux sociaux en mettant en avant, comme pourraient le faire certains influenceurs, une marque ou autre, mais vous vivez néanmoins grâce à eux. Pourquoi grâce à eux? Parce qu'en fait, vous avez réussi à conserver votre identité en respectant vos valeurs, comme tu dis très bien, en respectant votre authenticité. Et en fait, c'est ce message-là que vous véhiculez qui est devenu votre meilleure stratégie pour faire du chiffre d'affaires, parce que vous n'avez jamais démarché en fait. Non, c'est énorme. jamais. On n'a jamais démarché. Et c'est même pas conscient, ça veut dire qu'on ne s'est pas posé sur une table un jour, on n'a pas dit ok, voilà, on doit suivre cette ligne édito. C'est juste que ça peut faire prétentieux, mais ça émane de nous. On serait pas capable de se travestir pour une marque et d'un coup vanter un partenaire auquel on ne croit pas. On n'y arriverait pas. Et le peu de fois où on n'a pas fait de mauvais choix, mais on est un peu égaré du chemin, on l'a pas senti et nous on s'est disputé déjà avec Romano. La vidéo, le contenu s'est ressenti comme ne fonctionnant pas et finalement on n'a pas pris plaisir. Et du coup notre baromètre c'est de prendre plaisir, c'est d'être aligné et c'est de mettre du sens dans ce qu'on est en train de faire systématiquement. Et bah, forcément c'est payant, mais encore une fois ça n'a pas été décidé comme un marketeur qui dirait alors demain ce qui marche c'est l'authenticité. Je pense qu'on a eu de la chance quand même, c'est que l'ère du temps est à l'authenticité. Je pense que les influenceurs, les influ-voleurs, ça marche plus. Mais nous, on a juste débarqué à ce moment-là en disant, voilà, on reste ça. Et ça a fonctionné. Et il faut le dire, depuis le Covid, il y a une vraie appétence pour le local. Donc on a pris un virage aussi qui était exceptionnel au bon moment. C'est-à-dire retour à l'authenticité, retour à des valeurs, on va dire très de village. Hein. D'ailleurs, tous les Parisiens ont débarqué en Provence, c'est pas par hasard. Depuis le Covid, ils arrivent en masse. On les accueille, mais pas trop quand même. Hein, voilà. Parce que le prix de l'immobilier, ça a monté en flèche. Rien qu'à Marseille, c'est 10 000 Parisiens chaque année qui s'installent. Ouais. Alors après, il y a une bonne nouvelle, c'est que c'est 7 000 qui partent aussi. Ça veut dire que depuis 2-3 ans, il y a 10 000 Parisiens qui arrivent et 7 000 qui disent ok, c'est pas pour nous. Tu vois. On vous aime les gars. Bref, en tout cas, il y a un vrai besoin de fraîcheur, de modernité, de bonne humeur, de soleil. Et nous, on l'a senti. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on est. Donc, on ne se travestit pas comme dit Hugo. Et on reste nous-mêmes. Et je pense que c'est une vraie clé. C'est-à-dire que c'est la règle d'or, on dit toujours, est-ce qu'on s'est fait plaisir pendant le tournage? Est-ce qu'on a rigolé? Est-ce qu'on a passé un bon moment? Ça se traduit directement sur les vues de la vidéo et sur l'impact de la vidéo. Et dès lors qu'on ne s'amuse pas, on sait qu'on n'est pas dans le juste. Et c'est toujours ce qu'on disait au tout début. Dès lors que tu ne forces pas, tout arrive. Et tu n'attires que ce que tu dégages. On le dit tout le temps, mais ça, c'est une règle qui marche à chaque fois. Tu n'attires que ce que tu dégages. Les gens ils nous disent, mais comment vous faites pour qu'il vous arrive autant de choses? Que vous fassiez des rencontres folles, que vous soyez avec le maire de Marseille, que vous soyez avec la région Sud, que vous soyez à l'Olympique de Marseille, que vous soyez contacté par le ministère de la Jeunesse pour travailler. Mais on ne démarche jamais. Je pense que c'est ce qu'on incarne. On est tellement sincère dans ce qu'on fait que en fait, ça se ressent. Nous, on est très à fond sur les énergies, tout ça. À un moment donné, tu envoies des intentions à l'univers et ça fait l'effet boomerang. Ça revient, c'est sûr. Et même au-delà de la Provence, alors, parce que vous avez incarné des marques un peu de partout en France. Bretz, incroyable. Les chips Bretz, c'est une marque bretonne. Ils ont fait appel au Jobastre pour faire une campagne nationale qui passait en plus à la télévision, tout ça. On se dit, mais c'est incroyable. Mais ils aimaient ce qu'on incarne et c'est ce côté local, mais glocal. Finalement, parce qu'on ne parle pas qu'aux Provençaux, en fait, on parle à tout le monde. D'ailleurs, on est suivi aux 4 coins de la planète. On est pas mal suivi au Canada, on est pas mal suivi en Argentine, au Brésil,
au Népal aussi, on a une petite communauté au Népal, et ça c'est formidable. Tous les Provençaux du bout du monde nous envoient des fois des messages pour nous dire les gars, merci du fin fond de la planète, vous me rappelez ma belle Provence, mes dimanches en famille, oh qu'est-ce que vous me faites du bien. Voilà, on a une utilité sociale je pense. Et je pense que tout ça, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure, je pense que on l'a perfectionné avec le temps. Et je pense que Romain dit un truc très intéressant qui est essentiel, c'est quand tu forces pas, c'est là que ça marche. Mais pour en arriver à pas forcer, il faut aussi travailler sur soi, se remettre en question. En fait, finalement, ne pas forcer, c'est un boulot. Ça veut dire se mettre dans les bonnes dispositions pour identifier où est-ce que tu es fort. Je fais une référence, c'est Chloé Bloom qui dit ça, c'est la zone de génie. La zone de génie, c'est l'endroit où tu es bon. Et le vrai travail, c'est pas de forcer à la force du poignet pour faire que ça décolle et de dire ben moi je fais 10 heures, 20 heures tous les jours, pas de congé, pas de week-end, disponible. J'ai des gens qui sont disponibles pour leurs clients H24, qui répondent tout le temps au téléphone. Non, le vrai travail que tu as à faire sur toi, qui est un boulot autrement plus compliqué, c'est d'abord de te regarder, de dire là où est-ce que je suis bon, où est-ce que je suis mauvais, où est-ce que je prends plaisir, où est-ce que je prends pas plaisir. D'identifier et d'affiner. Et ça, c'est le travail d'une vie. Ensuite, comment je réagis aux choses, comment je dialogue avec mon associé, parce qu'on est deux dans ce projet. Et même si on partage tout un tas de valeurs, on a des choses qui sont différentes, des modes de vie qui sont différents, des kiffs qui sont différents. Donc c'est important d'identifier tout ça pour arriver, je viens de te dire, comme tu raffines un diamant, à la pureté du projet. Et on en est encore très loin d'avoir atteint le centre du caillou là. Mais on raffine, on peaufine. Comment on travaille ? Elle est où notre zone de génie ? Qu'est-ce qu'on aime faire ? Par exemple, on vous l'a dit, à un moment donné, Romano, il aimait bien faire le couillon devant la caméra, mais il a besoin de répondants. Et il a besoin de répondants authentiques. On a besoin de s'amuser entre amis. Donc forcément, on va mettre Hugo devant la caméra, on va commencer à se marrer. Hugo en a marre de faire des millions d'heures de montage, parce que c'est rigolo, mais ça te bouffe tout ton temps. Donc on prend des freelances. Mais on prend des freelances qui kiffent ce qu'ils font. Parce que s'ils ne profitent pas avec nous, ils vont faire des montages pas top. Donc il faut des gens qui comprennent l'ADN du projet. Et nous, on a besoin d'avoir un jour off par semaine pour se reposer. Parce qu'on se rend compte que quand on travaille trop longtemps et qu'on a besoin de faire tourner le cerveau pour avoir des idées créa, au bout de 4 jours à forcer, il n'y a plus rien qui sort. Donc il faut se faire violence et accepter de dire, en gros, on met un jour de congé au milieu de la semaine et puis on bosse pas de la créativité pendant 4 jours d'affilée. On s'aère, on prend du temps. Et tout ça, je pense que Romano pourra compléter, mais tout ça, c'est un travail. C'est un travail qui, quand tu le regardes de l'extérieur, tu te dis, les Jobastres, ils en branlent pas une. Mais non, parce que nous, quand on bosse 2 heures, c'est 2 heures efficaces. Et je pense qu'on peut encore les réduire à 1 heure, in fine. C'est énorme parce que j'allais dire exactement ça. Tout notre entourage, tous les gens qui nous connaissent disent mais vous branlez rien chez les Jobastres. Branlez rien en Provence, ça veut dire voilà, qu'on ne travaille pas beaucoup, voyez-vous. Ouais. Et en fait, justement, c'est tout un art. C'est tout un art. Parce que le temps où on ne travaille pas, justement, mais en fait, on va s'inspirer, on va se ressourcer. Moi, par exemple, je vais me baigner tous les jours à la plage. Mais c'est un temps où il se passe 1 milliard de choses, où j'observe les vieux papis qui vont se baigner avec les vieilles mamies. Il se passe plein de choses. Et j'arrive après au bureau avec Hugo Gimegro. Il s'est passé un truc incroyable aujourd'hui. Et grâce à ça, ça nourrit notre créativité. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on en vient au fait que on est en train de dissocier la partie entrepreneuriale de la partie artistique. Parce qu'aujourd'hui, on fait les deux et on se rend compte que la partie entrepreneuriale prend beaucoup plus de temps, ou en tout cas d'espace, que la partie artistique. Donc là, on split les deux. Nous, notre valeur ajoutée, Hugo en parlait, la zone de génie des Jobastres, c'est l'artistique. Il faut être très franc. Lorsqu'on est chef d'entreprise, on l'a incarné depuis 4 ans, on se rend compte que on est plus à la force du poignet, tu vois, en tant que chef d'entreprise. Il y en a pour qui c'est très simple de parler que de comptabilité, de chiffres, de vision, à T+1, T+2, T+3. Nous, en fait, on se rend compte que ce qui est très simple pour nous, c'est de prendre un micro, monter sur scène, tchatcher, faire des sketchs. Ça, c'est simple. Gérer un business plan, gérer des chiffres, on sait le faire. Il fallait qu'on sache le faire pour pouvoir parler aujourd'hui avec la personne qui va rentrer dans le projet. Et ça, c'est la nouveauté 2025. Une directrice générale. Et là, on est à la bascule du projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en capacité de faire rentrer un CDI dans le projet qui va gérer le business des Jobastres pour nous se consacrer uniquement à l'artistique. Bon. Aujourd'hui, voilà, c'est un peu le scoop 2025, mais on a décidé de splitter la partie artistique de la partie entrepreneuriale qui nous prenait trop de temps et dans laquelle on prenait moins de plaisir parce que c'était beaucoup plus de contraintes pour nous, parce que c'était pas notre zone de génie, alors que pour certains, c'est simple de gérer une entreprise, c'est simple de faire du business, d'aller voir les clients, de parler d'argent. Nous, ça nous coûte. À l'inverse, écrire des sketchs, monter des scénarios, monter sur scène, prendre la parole en public, c'est simple pour nous. Donc aujourd'hui, on a vraiment pris une énorme décision et c'est le moment de la bascule de faire venir une directrice générale dans le projet. C'est un coût, c'est un investissement pour nous, mais
on y croit on pense que sur le long terme, ça va nous dégager du temps parce que l'artistique, il y a une valeur ajoutée derrière, il y a de l'argent qui nous attend sur une tournée, sur des spectacles, et elle va pouvoir nous libérer cet espace créatif et faire avancer le business parce que la boîte doit quand même continuer à tourner. Je pense juste, après là c'est une discussion qu'on peut avoir tous les deux, mais en réfléchissant ça m'amène une nuance. Je dirais pas que tu vas abandonner la casquette de chef d'entreprise, je dirais que tu vas raffiner parce que ta vision c'est ta valeur ajoutée. Ensuite c'est vrai que la compta, le suivi des factures, le développement de prod on va dire, c'est-à-dire par exemple on va lancer du merch, aller chercher les fournisseurs, les t-shirts, gérer la chaîne logistique, on sait le faire, mais c'est pas là où on est intéressant. Par contre de dire que c'est important que les gens puissent avoir des t-shirts, de donner la vision et d'avoir la vision de recruter une DG, ça aussi c'est important. Oui. Donc c'est juste nous on est un peu les gourous de notre propre projet, j'ai envie de dire. C'est Voilà. ça, rejoignez la secte des Jobas. On a besoin d'un directeur C'est ça. qui met un cap clair parce que nous on a tendance à partir un peu dans tous les sens et cette directrice sera là pour justement resizer, dire hop les Jobas, vous partez dans tous les sens, c'est formidable. Mais je vous rappelle que notre cap, il est clair et on va dans cette direction. Pour pérenniser finalement le projet. Oui, ce que tu disais tout à l'heure, on créait, on postait et après on se posait la question de ce qu'on a bien fait. Ouais. Aujourd'hui, j'ai l'impression que cette vision entrepreneuriale, vous l'avez bien et vous réfléchissez avant au final, puisque là, ce que tu es en train de dire, si je comprends bien, c'est nous, ce qui nous importe, c'est continuer à garder du sens dans tout ce que l'on fait et avoir notre authenticité. Si on veut continuer à garder du sens et à créer, ça doit passer par recruter quelqu'un qui va gérer toute la partie business au quotidien qui nous consomme et qui consomme du temps et aussi un peu cette fraîcheur créative. Donc là, vous êtes en plein dans la stratégie et en train d'écrire demain en fait. Et paradoxalement, ça me vient comme en le disant là, mais en fait, cette personne qu'on recrute, elle va nous permettre de continuer à pas réfléchir à ce qu'on fait. Parce qu'aujourd'hui, de fait, comme on a la vision, la gestion du projet à 360 dans notre tête, dès qu'on fait quelque chose, tu es forcément rattrapé par la réalité. Ça veut dire, ouais, mais si on fait ça, par exemple, là, on rêve de partir au Canada pendant 3 semaines pour faire de la création de contenu. Mais du coup, on est bloqué par la réalité, ça veut dire le tangible. On part au Canada, combien ça coûte, il faut trouver des partenaires sur place. Et en fait, presque ça, à un moment donné, alors c'est génial d'aller au Canada, mais ça te freine dans ta créativité parce que tu es rattrapé par la réalité. Et donc nous, il faut qu'on se split un peu dans notre tête. Il faut garder une tête gestion d'entreprise. Et je rejoins Romain, il faut aussi se libérer complètement pour dire, bon, il y a quelqu'un dont la zone de génie, c'est de rendre faisable les objectifs et les rêves des autres. Et en gros, c'est trouver cette personne-là qui, elle, va prendre un vrai plaisir, pour qui ça va être un jeu d'arriver à nous emmener là-bas. Et nous, à l'inverse, de récupérer le bébé, de dire, tu nous as envoyé au Canada, mais on va pas te décevoir. Et je pense que c'est ça dont on a la recherche aujourd'hui pour continuer à en fait, faire. En gros, presque on a envie d'être à la recherche et développement de notre entreprise. Ça veut dire, en faisant de la R&D, on a créé des modèles qui fonctionnent. Il faut quelqu'un pour les pérenniser aujourd'hui. Pour dire, ok les gars, vous avez créé ça. Et nous, on a l'habitude de créer un modèle qui fonctionne et après on passe à autre chose. Typiquement, on a fait une ligne de vêtements cet été. On a créé du merch. On a vendu des t-shirts, c'est parti en rien de temps. Et depuis cet été, il n'y a plus de t-shirts disponibles parce qu'on n'a pas le temps de le développer. Donc nous, on est parti sur autre chose. Quelqu'un qui dit, les gars, vous avez fait des t-shirts, ça marche, les gens en veulent. Moi, je vais continuer à gérer les t-shirts. Vous allez au Canada, ok, je vous crée le voyage. Et en fait, comme ça, nous, on peut toujours être en train de défricher des nouveaux horizons. Des fois, il faut être honnête, ça ne prend pas. Mais c'est pas grave. Parce que derrière, il y a un modèle qui tourne. Et en gros, je pense que c'est cette organisation, après, chaque entreprise est différente, mais nous, en tout cas, dont on a besoin aujourd'hui pour être à la fois léger, rechercher, créer, s'amuser, garder l'authenticité et en même temps, créer une boîte qui permet, numéro 1, de créer de l'emploi. C'est cool, mais moi, je suis tarpin fier de me dire, on va embaucher des gens en CDI. C'est une vraie fierté. J'entendais ce matin France Inter, il disait l'emploi est en chute. Ce matin, il disait ça. Et j'ai dit waouh, l'emploi est en chute, mais nous, on s'en fout. Ils disaient gouvernement, remaniement, dissolution, puis personne n'ose embaucher. Nous, à l'inverse, on embauche. Donc, trop fier de faire ça. Et puis, trop fier de partager cette aventure et de faire vibrer les gens, tout simplement. Oui, et puis tu as bien en tête que le fait d'embaucher, ça va aussi augmenter vos charges fixes, comme tu dis. Et donc, il faut créer du revenu récurrent, un peu de ce que tu cherchais. Et justement, aujourd'hui, quelles sont vos différentes sources de revenus sur les Jobastres ? Tu parlais de missions tout à l'heure pour des clients que vous incarnez. Donc, il y a la partie... T'as fait ça hier, non ? C'est Romain qui va répondre parce que hier, t'as fait la carte mentale. Donc je maîtrise parfaitement la carte mentale des Jobastres.
Effectivement, aujourd'hui, on est à 80% sur de la création de contenu, donc en revenu via les réseaux sociaux. Donc on monétise notre communauté. C'est du sponsoring, exactement. Et 20 autres pourcents, c'est les activités annexes. Donc on anime beaucoup d'événements publics. Donc on va animer par exemple l'année dernière le Corso de Bormes, il y avait 15 000 personnes, c'est magnifique, on fait ça aussi pour la région sud, on fait ça un peu de partout dans la Provence, donc ça c'est des événements publics, on fait pas mal aussi d'événements privés, donc pour les entreprises, l'année dernière on a fait le séminaire de fin d'année d'EDF, de Peugeot France, où on vient apporter un petit peu de bonne humeur sur des fois des chiffres qui sont pas au rendez-vous. Le gouvernement aurait bien besoin de vous en fait. Et finalement j'ai l'impression qu'on va faire le séminaire du gouvernement à la fin d'année, et ça marche vraiment du feu de Dieu et on se régale à faire ça. On a une partie spectacle, maintenant on a monté un spectacle, donc on a la chance de monter sur scène et on a une communauté qui nous suit et qui vient nous voir sur scène, donc on en est revenu de ce spectacle et de plus en plus nous on veut transmettre ce qu'on est en train de faire avec vous sur ce podcast là, transmettre donc la partie formation, elle marche pas mal. On est en physique dans des écoles de commerce qui nous appellent et on vient faire des interventions, des masterclass, mais on fait aussi des masterclass en ligne, en tout cas on va les mettre à disposition à partir d'avril, faire du mentoring en ligne et ça c'est pas mal de gens qui nous suivent, en tout cas de notre communauté qui nous le demandent et donc on va monter des modules pour mettre à disposition un peu tout ce qu'on vient de dire depuis une heure là, mais on va essayer de le ranger parce que là on est un peu allé dans tous les sens, on va essayer de le ranger dans des blocs pour que demain tu as l'idée d'entreprendre avec ton meilleur pote, fais-le en fait. Fais-le, n'aie pas peur, ouais mais ça va tuer notre amitié, non fais-le, avance et tu verras après, tu verras. C'est une passe décisive parfaite que tu me fais, puisque une des questions que j'avais envie de vous poser à chacun, c'est quel est le principal conseil que vous donneriez à quelqu'un qui hésite à se lancer dans l'entrepreneuriat et à franchir le pas. Je pense que Romain vient de le dire, je pense que quand on a commencé notre histoire, on l'a expliqué. Pour moi, c'est fais-le. En fait, c'est toujours pareil, tu es bloqué par la page blanche, tu es bloqué... D'ailleurs, j'aimerais trop qu'on fasse dans le séminaire, dans le mentoring, on fasse un truc sur les blocages mentaux, des choses qui pour toi représentent des montagnes et qui en réalité ne le sont pas. Faut pas culpabiliser, hein, mais des fois quand tu es chez toi, rien que descendre aller te chercher à manger, c'est compliqué dans ta tête. Alors qu'en fait, tu peux parler du spectacle. Oui. Tu avais un blocage mental de monter sur scène. J'avais un blocage mental de monter sur scène, mais on a des blocages surtout dans la vie et c'est normal, il faut les prendre avec beaucoup d'indulgence et c'est humain. Je dis encore une fois, un dimanche, aller chercher à manger, c'est impossible des fois. Mais tu te rends compte que dès lors que tu as mis tes baskets, c'est plus un problème. C'est-à-dire que le moment qui est le plus compliqué dans la vie, c'est le premier pas. Et on le dit, ouais, ça fait un peu bateau, mais pas du tout, c'est vrai. Tu te dis, un mec qui saute en parachute, il a peur de sauter en parachute. Le vrai moment effrayant, c'est pas quand tu tombes, c'est le moment où tu vas te lâcher dans le vide. Et en gros, le vrai conseil que je donne, c'est allez-y, lancez-vous, quoi que vous ayez envie de faire. Parce que quoi qu'il arrive, dès lors que tu te mets en mouvement, c'est toujours mieux que de rien faire. Je sais plus qui c'est là, l'influenceur kiné qui disait ça. 1 minute de sport, c'est mieux que 0 minute de sport. 1 minute de lancer un projet, c'est mieux que de rien lancer. Parce que dans tous les cas, si ça cabuse, si tu te prends les pieds dans le tapis, tu pourras retirer toutes les erreurs et en fait faire mieux la prochaine fois. Tu auras magasiné de l'expérience et surtout, comme il dit Romain, tu as envoyé de l'énergie, tu t'es mis en mouvement, tu as rencontré des gens. Et en fait, ça vaut tout l'or du monde. Et nous les Jobastres au début c'était parti pour être une boîte de prod qui faisait des clips vidéo pour des artistes. On finit par finalement faire un spectacle sur scène. Et tant demain on ouvrira une guinguette, un restaurant en Provence. Et voilà. Ou un cabinet d'expertise comptable. Oui, et on viendra concurrencer Number. Tu sais comment on va l'appeler ? Nombre. mais... Non mais oui. Voilà. Pour terminer, passer la parole à Romano, mais lancez-vous, faites quelque chose. Après, il y a tout un tas de conseils qu'on pourrait donner une fois que tu as lancé pour faire gagner un petit peu de temps. Mais je vous invite, lors que le programme de mentoring des Jobas sera sorti, si vous nous envoyez un message avec le code promo Number20. Oui, parce que Number sera partenaire, bien évidemment. Là, on fera un code promo. Pour une fois, on fera un code promo. Voilà. Number20, vous aurez 20% de ristourne. Mais surtout, il y a plein de conseils qu'on peut vous donner qui peuvent vous aider. Mais le seul vrai conseil, c'est allez-y, faites. Si ça ne vous plaît pas, vous ne continuez pas. Si ça vous plaît que vous kiffez, malgré les difficultés, en fait, c'est le beau-père de Romano, Philou, qui dit « Je me réveille pour aller me balader dans une forêt d'emmerdes ». Mais la vie, c'est une forêt d'emmerdes. Tu lances une entreprise, c'est des emmerdes. Là, je fais des travaux. Dès que je viens sur mon chantier, il y a une nouvelle cagade qui apparaît. La vie de couple, c'est des emmerdes. La vie d'amitié, c'est des emmerdes. Et si, par peur des emmerdes, tu fais rien, tu restes seul comme un couillon sur ton canapé. Donc, lancez-vous, allez-y. Et je pense que un des plus grands mots... Ça se dit ça, un des plus grands mots ? Oui, un des MAUX. Oui, MAUX, bien évidemment. Oui. De la société, c'est l'immobilisme.
En fait, à un moment donné, mettez-vous en mouvement. Le mouvement amène le mouvement. Comme on dit, faites et vous verrez. Dès lors que vous êtes à l'écoute de votre ressenti intérieur, vraiment, tu le sens de toute façon, la réponse à ta question, tu l'as à l'intérieur de toi. Si tu es en accord avec ce que tu ressens à l'intérieur et que tu te mets en mouvement et que ton mouvement vient faire écho à ce que tu ressens à l'intérieur, mais il va se passer de grandes choses pour toi. Fais et tu verras. Je crois que j'ai une métaphore qui peut expliquer ça. Moi, j'ai souvent l'impression, je l'ai dit tout à l'heure, j'y repense, c'est comme un sculpteur. Tu as deux manières de voir le sculpteur. Tu as le sculpteur qui voit un bloc de marbre et il dit tant que j'ai pas trouvé la statue que je vais faire, je taille pas. Mais tu peux rester des années devant le bloc parce que si t'as pas l'idée parfaite et la perfection, tu vas pas pouvoir y aller. Et il y a le sculpteur à l'inverse qui dit, c'est un peu métaphorique, mais la statue elle est déjà dans le bloc. Et en fait, tout ce que je vais me contenter de faire, c'est d'envoyer des coups de burin et de suivre mon instinct. Là où c'est un peu dur, je tape pas. Là où c'est mou, je tape. Et in fine, la statue se construit au fur et à mesure que tu es en train de tailler ton bloc. Je dis pas qu'il n'y a pas des génies qui ont débarqué, Beethoven qui d'un coup a fait une symphonie, mais je pense que ça n'existe pas. Je pense que Beethoven, le nombre de trucs pourris qu'il a fait avant d'arriver à faire des chefs-d'œuvre, on n'en parle pas. On parle que des chefs-d'œuvre de Beethoven. Tes cagades, une fois que tu auras réussi, tout le monde n'en aura rien à cirer. Donc prends ton bloc, envoie des coups de burin, cherche, et ton projet, il est déjà à l'intérieur. C'est juste à toi de le trouver. Et ça peut aider peut-être. Il y a déjà ta réussite. Va la chercher. Merci Balicus pour cette métaphore qui est très parlante et très bien. C'est cadeau, trouve. on est dans le partage. Tiens, en parlant de partage, une petite idée, j'aimerais. Qui aimeriez-vous voir à votre place pour le prochain podcast ? Moi, je dirais les créateurs de l'épopée, lieu dans lequel on est. Laurent et Naïm. Pareil, c'est un duo d'amis dans la vie qui ont monté ce lieu. Ça fait 10 ans qu'ils sont, on va dire, les co-gérants de l'association qui porte ce lieu qui est Synergie Family. Ils ont démarré il y a 10 ans, il n'y avait pas grand monde dans l'association. Aujourd'hui, je ne sais plus, il y en a une cinquantaine, centaine, je n'ai pas les chiffres exacts, mais ils ont racheté quand même les locaux de Ricard, de Pernod Ricard, pour 14 millions d'euros, je crois. Ils sont dans une autre dimension, mais parce qu'ils n'avaient pas les 14 millions d'euros, bien évidemment, mais les partenaires qui ont accompagné à la construction du projet leur ont fait confiance. Mais parce que le discours qu'ils incarnaient et l'énergie qu'ils incarnaient et qu'ils ont diffusée, elle a fait écho chez les partenaires qui ont dit « Ok, on va mettre des billes, on va vous accompagner dans ce projet. » Et moi, je pense que ces gens-là sont ultra inspirants pour nous. Ça fait 3 ans qu'on les côtoie. Ils nous ont apporté plein de billes. Et d'ailleurs, je pense que si on en est là, c'est un petit peu grâce à eux aussi parce qu'on a eu plein de discussions de comptoir sur l'entrepreneuriat. Et ils nous ont vraiment donné de vrais conseils. Et ces conseils, c'est fait en fait. Le coup du bluff de « Ouais, c'est bon, on leur achète les 14 millions d'euros pour acheter l'épopée, pour le lieu. » On les a. Mais non, ils les avaient pas. Mais après, ils sont allés les chercher. Et cette énergie-là, nous, elle nous porte. On nous a fait faire un spectacle l'année dernière, le 14 juillet. Je dis, bon, les Jobasques, vous avez un spectacle pour le 14 ? Il y a 2000 personnes à remplir pour la salle. Oui, bien évidemment qu'on a un spectacle, alors qu'on ne l'avait pas. Mais c'est ça, c'est cette date butoir qui nous a donné, après l'envie et surtout l'initiative de vite créer un spectacle. Donc voilà, qui nous a mis en mouvement. Merci. Bon, l'invitation est lancée, alors du coup, pour l'épopée. Merci à tous les deux pour ce moment que j'ai trouvé très riche. On pourrait dire que c'est une masterclass sur le sens de l'entrepreneuriat, sur le fait de suivre ses intuitions, de se lancer, de ne pas avoir peur. Donc je pense que vous allez inspirer beaucoup de monde, que vous allez continuer à inspirer beaucoup de monde. On espère. Vous avez réussi à transformer, on peut dire un délire d'étudiants plus ou moins amis, si j'ai bien compris au départ. Au tout début, pas du tout collègue. À une entreprise qui vous fait vivre, qui demain va faire vivre une 3e personne. Tu parlais de la prochaine embauche. Et pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat. Des entreprises qui embauchent et qui font vivre des personnes qui rejoignent des aventures. Donc voilà, merci à vous. Vous donnez du sourire à 1,5 million de personnes. J'en fais partie. Et franchement, merci à vous. voir vos blagues donne le sourire. Donc merci, un grand merci. Merci à toi, merci à Number de nous accompagner tout au long de l'année, parce qu'il faut le dire. Vraiment, vous êtes au top. On embrasse Fabien, notre comptable. Oui. Voilà. J'embrasse également ma chérie au j'allais passage. dire, tu peux embrasser Charlotte parce que l'histoire d'amour avec Number, elle a commencé par la chérie histoire d'amour. Par une vraie histoire d'amour, et il fallait trouver un cabinet. Et comme Charlotte travaillait chez Number, on a bien évidemment les yeux fermés signé chez Number et on ne le regrette pas. Bon super, merci à vous les gars, au merci. plaisir, salut. Et pour terminer, bon, tu as compris ? on t'explique.